météorite, surgi de nulle part, sème la panique et le chaos sur son passage. Pourquoi n'étions-nous pas prévenus? Et d'autres sont-elles à prévoir? Le même jour, un astéroïde de la taille d'une piscine olympique a frôlé la Terre, passant même plus près que la Lune. Dans cette édition, nous reviendrons sur ces deux événements exceptionnels. Bienvenue dans Météorite russe, la vérité. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de Daily Planet. Je suis Dan Riskin. Je suis Yatong. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une étrange coïncidence cosmique puisque le 15 février dernier, les astronomes, professionnels et amateurs, ont pu, via leur télescope, admirer le passage du plus gros astéroïde qui ait jamais frôlé la Terre. Et exactement le même jour, la Russie était réveillée en fanfare par un événement qui a pris tout le monde par surprise. On regarde les images. Le 15 février dernier, le soleil se lève à peine sur la Sibérie. Cette caméra fixée au tableau de bord d'une voiture filme l'entrée d'une météorite dans la couche supérieure de l'atmosphère. L'objet s'embrase alors en émettant une vive lumière. La surprise est de taille, mais les Sibériens ne sont pas encore au bout de leur peine. En silence, la boule de feu décrit une longue trajectoire au-dessus de la ville de Tcheliabinsk, située à 1500 km à l'est de Moscou. Le passage de la météorite est visible au-dessus d'une très vaste zone et les passants dégainent leur caméra vidéo pour filmer la spectaculaire traînée de fumée qu'elle laisse derrière elle. Quand tout à coup, une énorme onde de choc, assez puissante pour briser les vitres et abattre des murs. Il s'agit en réalité d'un énorme bang supersonique. Il aura fallu 2 minutes et demie à l'onde de choc principale pour atteindre cette caméra. Après cette première explosion, une série de sons moins puissants se font entendre, comme des roulements de tonnerre pendant au moins 30 secondes. La météorite sème la destruction sur son passage. En entrant dans l'atmosphère, elle se désintègre. Des fragments de l'objet sont alors retrouvés jusqu'à 80 km de Tcheliabinsk. Au moins l'un d'entre eux atterrit dans un lac. Plus de 1000 personnes sont blessées, pour la plupart par des éclats de verre. Partout dans le monde, l'heure est à présent aux interrogations. Pour nous expliquer tout ça, nous avons avec nous Marc Boslow. Marc étudie les impacts de météorites et s'intéresse de près aux ondes de choc que créent ces explosions cosmiques. D'après les témoignages, il y aurait eu une première explosion, puis une série de bangs. Comment une météorite peut-elle faire ça? Alors, la façon dont j'interprète ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'un gros objet pénètre dans l'atmosphère à une vitesse supersonique, il provoque une énorme onde de choc, c'est le bang supersonique. Puis, cet objet va se désintégrer et se briser en morceaux de plus petite taille. Ces fragments eux-mêmes se déplacent à une vitesse supersonique et provoquent leur propre bang. On entend donc un premier gros boom dû à la météorite en elle-même, suivi d'une série de booms moins puissants. Lorsque vous regardez les images qui ont été filmées en Russie, qu'est-ce que ça vous apprend sur cette météorite? Ce que je vois, c'est un gros objet qui pénètre dans l'atmosphère et qui file dans l'air. Du fait de la pression qu'exerce sur lui l'air dans l'atmosphère, il se brise en morceaux plus petits et finit par exploser. Parlez-nous de la traînée de fumée qu'elle a laissée. À voir les images, j'ai l'impression qu'il y en a 2. C'est significatif ou bien c'est moi qui imagine des choses? Non, en effet, j'en vois 2 moi aussi. Je pense que l'explication, c'est que la météorite s'est brisée en 2 morceaux assez gros, qui ont chacun laissé une traînée dans le ciel. Pourquoi les vitres ont-elles volé en éclats au niveau du sol? Expliquez-nous. Un bang supersonique, c'est une onde de pression. C'est une onde qui peut très bien faire voler les vitres en éclats. Même le bang supersonique d'un avion qui franchit le mur du son pourrait avoir ce genre de conséquences. Et ici, nous avons quelque chose qui est beaucoup plus gros qu'un avion. Il y a donc une onde puissante qui arrive à toute vitesse contre le verre et le brise. Dans le ciel comme ça, c'est un peu dur de se faire une idée, mais quelle taille faisait cette météorite? La taille d'un avion, d'une ville, d'une montagne? Donnez-nous un ordre d'idée.
Pour cela, on peut comparer ce qu'on voit sur ces images à d'autres événements du même type qui ont été observés par le passé. Il y a déjà eu des événements assez importants, moins bien couverts que ceux-ci en termes de vidéos, mais il y en a eu quelques-uns comme par exemple en 2009, en Indonésie et en Afrique du Sud. Et puis, également un en 1994, au-dessus des îles Marshall, dans le Pacifique Sud. Ces objets-là étaient dans la catégorie des 5 à 10 mètres. Ils mesuraient environ 10 mètres de diamètre. Et l'énergie explosive qu'ils ont dégagée était de l'ordre de plusieurs dizaines de kilotonnes, ce qui correspond en gros à l'explosion d'Hiroshima. Comment est-ce qu'on a pu ne pas la voir arriver? Eh bien, tout d'abord parce qu'elle est arrivée du côté jour. Le soleil était levé, et ensuite parce que c'est un objet assez petit finalement. 5 mètres sur 10, ça peut paraître gros à l'échelle terrestre, mais ce n'est pas quelque chose qui va refléter beaucoup de lumière. Alors, pour voir un objet de cette taille de loin, il aurait déjà fallu avoir un télescope extrêmement puissant et puis surtout qu'il fasse nuit, ce qui n'était pas le cas. L'angle de pénétration dans l'air était-il significatif par rapport aux chances qu'avait la météorite de toucher le sol? C'est une très bonne question. L'angle joue un rôle, en effet. Un objet qui tomberait à la verticale rencontrerait moins de résistance dans l'atmosphère. Un petit objet pourrait donc toucher le sol s'il descendait à la verticale. Que se passerait-il si une météorite de cette taille touchait le sol? Ce serait quasiment impossible, tout simplement parce qu'elle se désintègre dans l'atmosphère. Il y a suffisamment d'air pour la ralentir et la détruire complètement avant qu'elle n'atteigne la surface, ce qui explique le phénomène en Russie. Merci beaucoup, Marc. Depuis que cette interview de Mark Boslow a été réalisée, un peu plus tôt dans la journée, Mark a pu se livrer à des calculs plus précis. Il estime désormais que la force de l'impact de la météorite aurait été bien supérieure à 100 kilotonnes et aurait peut-être même atteint les 300 kilotonnes. Ce serait alors le plus gros événement de ce type à se produire depuis l'incident de Tunguska en 1908, là encore en Russie, un phénomène qui, aujourd'hui encore, laisse les scientifiques perplexes. Dans un instant, nous reviendrons sur l'autre événement cosmique du 15 février dernier. L'astéroïde de 50 mètres qui est passé tout près de la Terre. Le plus gros jamais observé aussi près de notre planète. Les laboratoires de Sandia ne semblent pas forcément être l'endroit le plus indiqué pour étudier Tunguska. Après tout, cet astéroïde s'est écrasé à l'autre bout de la Terre, il y a déjà plus d'un siècle. Ici, nous avons la modélisation d'une explosion statique. Nous y mettons les 5 mégatonnes d'énergie qui leur permettront d'exploser entièrement. Mark Boslow est expert en explosion nucléaire et aujourd'hui, il se propose de nous exposer quelques concepts autour des astéroïdes. Lorsqu'un astéroïde pénètre dans l'atmosphère et qu'il descend vers la Terre, il rencontre une importante résistance de l'air, ce qui le ralentit. Et puis le frottement avec l'air fait tellement grimper la température à sa surface qu'il se vaporise et finit par exploser. Longtemps, les chercheurs ont pensé que l'explosion de Tunguska s'était produite comme le montre cette modélisation. Ils la voyaient comme une explosion statique de 10 à 20 mégatonnes. Seulement voilà, cette théorie comportait une erreur à la base. Ce n'est pas comme une bombe qui explose, c'est une explosion en mouvement. Longtemps, nous avons fait l'erreur de ne pas tenir compte de l'élan de l'objet. Mais lorsque l'astéroïde explose, ces fragments sont toujours entraînés vers le bas par leur élan. C'est une manière innovante d'expliquer l'impact d'un astéroïde. C'est en voyant la comète Shoemaker-Levy s'écraser sur Jupiter il y a 20 ans que Boslow en est venu à remettre en question la thèse officielle. En observant les conséquences de cet impact, il a développé une toute nouvelle théorie. Elle nous montre comment une explosion de 5 mégatonnes continue à libérer de l'énergie en traversant l'atmosphère et créer des vents supersoniques et des boules de feu. En regardant les images de cet impact en très haute résolution, on en est venu à envisager la physique sous un angle nouveau. La première chose qu'on a vue, c'était ces énormes flux de chaleur, ces vortex. Ces vents sont brassés et s'accélèrent au contact de la Terre comme un rond de fumée contre une surface statique. Ils créent eux-mêmes du mouvement et l'alimentent. Les matériaux prennent de la vitesse dans ce canal ici.
Cela crée cette colonne qui va monter jusque dans l'espace. Il y a donc cette énorme colonne de gaz qui monte jusque dans l'espace et puis redescend au-dessus de l'atmosphère. Pour comprendre comment cette théorie s'applique à Tunguska, il nous faut repartir quelques années en arrière, car Mark Boslow n'est pas le premier chercheur à s'intéresser à ce qui s'est réellement passé ici le 30 juin 1908. La première équipe à faire l'éprouvant voyage jusqu'à cette région reculée de la Sibérie était dirigée par Leonid Kulik. C'était en 1938, soit déjà 30 ans après l'événement. Ces vieilles photographies m'ont toujours fasciné. Et la chose que j'avais remarquée, c'était que la chute des arbres semblait liée à la topographie. L'explosion dévaste une zone forestière de la taille d'une grande ville, mais les arbres du milieu de la zone sont restés debout. Seules leurs branches ont disparu. Ce phénomène laisse Kulik et son équipe si perplexes qu'ils mettent sur pied leur propre simulation. Nous sommes en 1938 et pour l'époque, ils sont à la pointe de la technologie. « 70 ans plus tard, il ne faut pas moins des 7200 processeurs d'un des superordinateurs les plus rapides au monde pour nous fournir une explication. Le jet de vapeur brûlante n'est pas arrivé jusqu'à la surface. Ce qui est arrivé jusqu'à la surface, c'est l'onde de choc, le souffle. Il y a donc eu des vents très violents à la surface, mais ils n'étaient pas chauds. Voilà pourquoi les arbres n'ont pas été incinérés, mais couchés par la puissance du souffle. Il y a donc bien eu un souffle, mais il semblerait qu'il n'y ait pas eu de tempête de feu. Et l'explosion dont les chercheurs estimaient la puissance entre 10 et 20 mégatonnes n'a en réalité certainement pas dépassé les 5 mégatonnes. Alors que la NASA se concentre sur les astéroïdes de plus d'1 kilomètre de diamètre, Mark Boslow estime lui qu'il devrait également s'intéresser aux éléments plus petits. Les météorites de moins de 100 mètres, comme celle qui a dévasté Tunguska, pourraient elles aussi provoquer d'importants dégâts. Voici ce qui se passerait si une météorite du type Tunguska pénétrait dans notre atmosphère. Ce grand vortex, ici à la base, il fait environ 2 km de diamètre. C'est un grand disque de destruction autour du point zéro. Si cette météorite tombait sur une ville, elle provoquerait un incendie géant qui dévasterait tout le centre-ville. En plus d'étudier les explosions sur Terre, cette technologie lui permet également de comprendre ce qui se passe dans l'espace. On va prendre l'exemple de l'astéroïde Golevka. Il n'est pas sur une trajectoire de collision avec la Terre, mais il se trouve que nous avons des informations précises sur sa forme. Il fait la taille d'un stade de football. Boslow nous montre ce qui se passe lorsqu'on le fait exploser avec une bombe de 10 mégatonnes. On crée une énorme cavité au centre de l'astéroïde, ce qui provoque l'accélération de la roche vers l'extérieur. Il commence à se fragmenter, on voit ces grosses fractures radiales qui se créent, ces énormes morceaux de roche qui se détachent et qui accélèrent dans l'espace. Ces morceaux de roche pourraient rester dangereux s'ils étaient sur une trajectoire de collision avec la Terre. Si naïvement on pensait qu'en cas de danger, il suffirait de le faire exploser et que les fragments ne seraient plus dangereux, eh bien c'est faux. Et dans les cas les plus extrêmes, en le brisant en 1000 morceaux, on pourrait même déclencher une pluie d'astéroïdes. Ce serait vraiment l'option de la dernière chance. On se retrouverait avec une pluie d'objets de la taille de celui de Tunguska qui déferlerait sur tout un hémisphère. Ce serait probablement encore pire, un scénario hollywoodien. Entre Tunguska et la boule de feu du 15 février dernier, on est en droit de se demander pourquoi toujours la Russie. Serait-elle un endroit propice à la chute de météorites? Eh bien, si la Russie est plus souvent touchée, c'est uniquement en raison de sa taille gigantesque. Elle occupe en effet quasiment 1/8 des terres émergées. Oui, les météorites atterrissent au hasard. La plupart tombent d'ailleurs dans l'eau. Il est possible qu'après Tunguska, les Russes aient été plus sensibilisés, ce qui donne l'impression que le pays est plus affecté, mais les chiffres montrent que la Russie a été touchée dans des proportions tout à fait normales par rapport à sa taille. Le 15 février dernier, une boule de feu traversait le ciel russe. C'est une météorite dont l'onde de choc a ébranlé des immeubles et a fait exploser toutes les vitres, faisant plus de 1000 blessés. Mais le plus étrange, c'est que ce n'était pas le seul objet céleste ce jour-là. Cet astéroïde, c'est 2012 DA14, le plus gros objet à avoir jamais frôlé la Terre de si près. Alors bien sûr, nous n'aurions pas pu le toucher de la main, mais il est tout de même passé à seulement 28 000 km de notre chère planète.
Pour vous donner une idée, les satellites de communication ou de météo sur lesquels nous nous reposons sont plus loin que ça. Et la Lune, celle que nous regardons tous les soirs, eh bien, elle est 15 fois plus éloignée que ce rocher géant de l'espace. Et quand je dis rocher géant, je pèse mes mots. Regardez-le. D'après les calculs les plus récents, la météorite russe aurait mesuré entre 2 et 3 mètres de diamètre. Celle-ci mesure près de 50 mètres. Regardez sa taille par rapport à un terrain de football. Par chance, elle a poursuivi son chemin sans incident. Si un objet de cette taille venait à s'écraser sur Terre, ce serait la fin. L'explosion équivaudrait à celle de plus de 2 millions de tonnes de TNT. La force de l'impact serait telle qu'elle détruirait tout dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres. Pourquoi tant de puissance? À cause de sa vitesse. Cet astéroïde file à une vitesse de 8 fois supérieure à celle d'une balle de fusil. Et dans l'espace, vitesse égale puissance. La NASA et les agences spatiales internationales surveillent pas moins de 10 000 astéroïdes identiques à celui-ci. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que d'après le directeur du programme de surveillance des astéroïdes de la NASA, ceux que nous connaissons ne représentent que 10% de ce qui existe. Il y aurait toute une nuée de ces astéroïdes qui attendent encore d'être découverts. Alors, on entend beaucoup parler de la possibilité dans le futur d'exploiter ces astéroïdes. Eh bien, pour vous donner une idée, Deep Space Industries, la société américaine leader dans ce tout nouveau domaine, a calculé que si nous pouvions récupérer ne serait-ce que 5% de l'eau présente sur 2012 DA14, le profit s'élèverait à 65 millions de dollars. Mais il s'avère qu'il serait impossible d'exploiter 2012 DA14 parce que son orbite autour du Soleil est plus inclinée que la nôtre et qu'il faudrait énormément d'énergie rien que pour l'atteindre. Mais la société affirme qu'il existerait des milliers de candidats parfaitement adaptés. Elle prévoirait même d'envoyer toute une armada de sondes étudier les astéroïdes géocroiseurs, et ce, dès 2015, et même de lancer une mission visant à ramener des échantillons sur Terre dans la décennie qui vient. Il reste tout de même une question. Combien de ces astéroïdes géocroiseurs existent-ils et quels dangers représentent-ils? La réponse en images. La violence règne dans notre système solaire et notre chère planète en porte les cicatrices. Des cratères d'impact, 180 au bas mot, embalafrent la surface. Pour certains, depuis des millions d'années. Il est possible que la vie ait commencé sur Terre il y a 3,9 milliards d'années à la suite d'un impact. La vie telle qu'on la connaît n'est certainement que celle qui a survécu au dernier impact majeur d'un astéroïde sur la planète. Jay Meloche aime la violence. C'est même son métier. Il étudie la violence géologique, les impacts d'astéroïdes. Cette marque sur la côte du Mexique serait en réalité la trace d'un gigantesque impact survenu il y a 65 millions d'années. Il serait l'œuvre d'un astéroïde d'une quinzaine de kilomètres qui se serait écrasé sur Terre. À l'échelle cosmique, ce n'est rien d'important, mais dans l'histoire de notre planète, c'est énorme. Assez énorme pour, selon certains, avoir causé l'extinction des dinosaures. La première chose que l'on sentirait, ce serait la secousse sismique. On sentirait la Terre bouger sous nos pieds. Après quoi, les millions de petits fragments de roches expulsés du cratère seraient propulsés dans l'atmosphère. Si ce n'est pas l'impact qui a provoqué leur extinction, ce sont ses conséquences. Les éclats rejetés chauffent la partie supérieure de l'atmosphère et la Terre se retrouve à ce moment-là instantanément calcinée. Tandis que la chaleur redescend avec les éclats qui retraversent l'atmosphère dans l'autre sens. L'impact se découpe donc en deux phénomènes distincts. Le premier est surtout dévastateur pour la Terre et le second pour les océans, mais eux deux, ils affectent la planète tout entière. Aucun astéroïde de la taille de celui qui aurait anéanti les dinosaures ne devrait heurter la Terre dans un futur proche. Mais il y a tout de même Apophis, un bout de rocher de 250 mètres de diamètre qui déboule en direction de la Terre à 34 km/s. Il passera tout près de notre planète en 2029. En ce qui concerne Apophis, nous avons des données suffisantes pour, le cas échéant, calculer à l'avance où il s'écraserait et à quel moment. Pour cela, il suffit de rentrer les chiffres dans le calculateur d'impact qu'il a aidé à mettre au point. Si un astéroïde de la taille d'Apophis s'écrasait sur une ville comme Boston, il creuserait un cratère de 10 km de diamètre et ce serait quasiment toute l'agglomération qui serait détruite. Le ciel deviendrait très rouge, la température deviendrait très oppressante, comme s'il y avait 6 soleils dans le ciel. Les vêtements s'embraseraient, nous serions brûlés au 3e degré. Le papier prendrait feu, le bois brûlerait, les arbres entreraient en combustion spontanée et l'herbe s'embraserait.
Et ça, ce ne sont que les premières minutes. Bien entendu, ce genre de choses serait extrêmement dévastateur. Un astéroïde relativement petit comme Apophis pourrait donc tout de même être fatal. C'est la raison pour laquelle les chercheurs planchent sur des moyens pour le dévier. Ils affirment qu'en cas de besoin, nous pourrions détourner Apophis. Et Meloche a sa petite idée sur la question. Dans l'espace, on utiliserait un miroir. Mais ici, je vais vous montrer avec cette loupe. Lorsqu'on concentre la lumière sur l'astéroïde, on vaporise le matériau. Et quand on le vaporise, en vertu du principe de la réaction de Newton, l'astéroïde se trouve poussé dans la direction opposée. Imaginez tout ceci à l'échelle interplanétaire, et voilà ce que ça donnerait. L'idée étant d'intercepter l'astéroïde bien avant qu'il ne s'approche. Ce qu'on souhaiterait faire face à un véritable astéroïde, ce serait concentrer la lumière du Soleil sur un point jusqu'à vaporiser la roche. Et l'astéroïde tueur serait dérouté. Ce qu'il faut, c'est modifier la vélocité de notre astéroïde d'environ 1 cm par seconde. Ce n'est pas beaucoup, mais cette minuscule pression, il faudrait que nous puissions l'appliquer pendant 1 an, voire plus, de manière à détourner doucement l'astéroïde de sa trajectoire de collision avec la Terre. Voilà, ça y est, nous avons sauvé le monde. Si seulement c'était si simple. Mais c'est un début. La course pour repérer, surveiller et dévier Apophis ne fait que commencer. Après ces images, vous vous demandez sûrement quelles sont les chances qu'un gros astéroïde s'écrase véritablement sur Terre. La réponse dans quelques instants. Après la pause, nous nous intéresserons de plus près à ceux qui surveillent les millions d'objets potentiellement dangereux qui se promènent dans l'espace autour de nous. Nous sommes de retour pour la suite de ce numéro spécial consacré à la météorite russe du 15 février. Et nous nous penchons non pas sur un, mais 2 événements célestes exceptionnellement rares. Le 15 février dernier, en Sibérie, au lever du jour, cette caméra filme par hasard une météorite qui pénètre dans la couche supérieure de l'atmosphère et s'embrase. Tout se déroule dans le silence, mais pourtant, le chaos approche à la vitesse du son. Les passants dégainent leur téléphone portable pour filmer la longue traînée de fumée qu'elle a laissée derrière elle, quand tout à coup, un énorme bang supersonique. Le souffle est si puissant qu'il brise les vitres et fait trembler les murs. La météorite sème la destruction sur son passage. Plus de 1000 personnes sont blessées, surtout par des éclats de verre. Des fragments de la météorite s'écrasent à plus de 80 km à l'ouest de Tcheliabinsk. Au moins l'un d'entre eux finit sa course dans un lac. Tandis que le monde frémit à l'idée de la catastrophe qui a été évitée, un astéroïde grand comme la moitié d'un terrain de football frôle la planète. Il est plus proche que la Lune, et même que la plupart des satellites de communication. Celui-ci était attendu et surveillé de près. Cependant, la présence de ces vagabonds de l'espace nous rappelle que le cosmos est un lieu décidément violent et que nous en faisons partie. Vous êtes très certainement nombreux à vous poser une question toute simple. La météorite russe et l'astéroïde 2012 DA14 sont-ils liés? Eh bien, au vu de leur direction et de leur espacement, il s'agirait en réalité d'une coïncidence. Et quelle coïncidence! Mais en effet, l'astéroïde 2012 DA14 se déplaçait du sud vers le nord, tandis que la météorite voyageait, elle, d'est en ouest. De plus, il s'est écoulé plus de 16 heures entre leurs 2 passages. Et pour ce qui est de la vitesse, il y avait une différence de presque 1 demi-million de kilomètres entre les 2 objets. Mais comme vous vous en doutez, après 2 passages de ce type dans la même journée, on est en droit de se demander qui au juste surveille ces objets géocroiseurs. Eh bien, ils sont très nombreux, à la fois professionnels et amateurs, à garder un œil vigilant sur les cieux. Astéroïdes, météorites. Ces objets pullulent dans l'espace. La météorite russe n'avait pas été détectée. Mais 2012 DA14, lui, s'est approché suivant une trajectoire connue à l'avance de la NASA, qui avait estimé qu'il ne représentait pas une menace. Si la météorite russe est passée inaperçue, c'est qu'elle était quasiment impossible à détecter. Il aurait fallu qu'elle passe devant un télescope en fonction la nuit et qu'elle soit parfaitement éclairée. Autant dire que les chances étaient très improbables.
Mais ça n'empêche qu'ils sont des milliers à scruter le ciel à l'affût de menaces potentielles. Dans la journée, Roy Tucker est ingénieur. Il planche des heures durant sur des puces CCD comme celles que l'on trouve dans ces énormes télescopes. Mais le soir, Roy s'adonne à sa passion, l'exploration du ciel. C'est un sport. C'est un défi intellectuel très stimulant, dans lequel j'essaie d'opposer mes capacités individuelles à celles d'autres équipes de chasseurs d'astéroïdes de par le monde. De temps en temps, j'en trouve un nouveau. Celui-ci, par exemple, c'est un objet inconnu. Il n'a pas été identifié. Roy Tucker a co-découvert l'énorme astéroïde Apophis qui se trouve sur une trajectoire qui l'amènera à frôler et peut-être même à heurter la Terre en 2029. Apophis, c'était une expérience intéressante. Un vrai coup de chance en réalité. En 2004, Tucker et 2 de ses collègues se rendent à l'observatoire de Catalina pour tester un télescope qui vient d'y être installé. C'était vraiment la chance du débutant. Ils ne cherchent rien en particulier. J'ai vu ce petit point qui bougeait. J'ai dit, tenez, il est là votre truc. Je me souviens qu'on nous l'a signalé en décembre 2004. Nous voilà dans la Mecque des chasseurs d'astéroïdes, le centre des petites planètes à Harvard. Ici, des chercheurs répondent aux coups de téléphone inquiets des citoyens et à l'occasion d'un journaliste. Mais leur véritable mission est de consigner tous les signalements d'astéroïdes 24 heures sur 24. Leurs ordinateurs traitent plus de 15 000 rapports par jour. En apprenant l'existence d'Apophis, ils ont tout de suite su que ce n'était pas un astéroïde ordinaire. La plupart du temps, si l'ordinateur nous alerte, c'est qu'il a du mal à trouver une solution. Par exemple, s'il n'arrive pas à déterminer l'orbite de l'objet, ou plus rarement, si l'objet s'apprête à frôler la Terre, c'est là qu'il nous alerte. C'est le moment où on a l'adrénaline qui monte. Il faut alors se calmer, souffler un bon coup, préparer le rapport astrométrique et l'envoyer. C'est par la suite que nous avons calculé qu'il ne passerait qu'à environ une trentaine de milliers de kilomètres de nous le 13 avril 2029. Et là-dessus, on a appris qu'il devait s'approcher un vendredi 13. C'était un peu trop. En quelques jours, la probabilité d'un impact ce jour-là a été divisée par 37. C'est devenu une obsession, un besoin, comme la pêche. Je crois que c'est un instinct ancestral chez l'homme que de chasser quelque chose, de chercher quelque chose qui ait de la valeur. De leur côté, des étudiants de l'Institut technologique de Géorgie travaillent à amasser des informations. Ceux qui se font appeler Team Blast ont d'ailleurs imaginé un moyen de suivre Apophis minute après minute. Leur concept ? Des sondes embarquées sur un vaisseau spatial qui voyagerait 9 mois dans l'espace avant d'atteindre Apophis. Après 1 mois ou 2, nous commencerions à lancer des impacteurs balistiques, ce qu'on appelle des bouées. Les bouées seraient lancées sur 2 côtés opposés de l'astéroïde pour ne pas le dévier. Chaque bouée serait équipée de senseurs pour mesurer la température et la vibration. Le vaisseau mère transmettrait ces données à la Terre. Tout ceci peut paraître assez simple, mais il y a une chose que les étudiants ne peuvent pas maîtriser sur Apophis, c'est sa forme. C'est un ellipsoïde à 3 axes, ce qui veut dire qu'il est de forme différente dans les 3 directions. Ça nous complique la tâche, puisqu'il va falloir utiliser diverses techniques d'intégration numérique. Il faut également tenir compte de la radiation solaire qui va repousser l'astéroïde, ou des autres planètes qui vont au contraire l'attirer. Chez Spaceworks, une société basée à Atlanta, les ingénieurs ont développé un concept de surveillance des astéroïdes comme Apophis qui se veut résolument low-tech. Le vaisseau spatial est tout petit. Il ne fait pas plus d'1 mètre cube. Il possède un nombre limité d'instruments, un appareil photo et un altimètre laser. À partir de là, si on connaît la position relative d'Apophis et celle du vaisseau par rapport à la Terre, on peut déterminer de façon précise où se trouve Apophis. 22 jours après son lancement, ce minuscule vaisseau spatial entrerait en contact avec l'astéroïde. Nous pouvons ainsi l'observer, prendre des photos et analyser la façon dont il tourne. Nous pouvons observer ses axes de rotation et recueillir toutes sortes d'autres informations qui nous seront utiles pour déterminer sa trajectoire future. Observer et suivre Apophis depuis l'espace peut être le seul moyen de déterminer son orbite. Nous avons à la fois des télescopes et des radiotélescopes avec lesquels nous pourrons le suivre quand il s'approchera. Mais en attendant, c'est très difficile de le localiser précisément depuis la Terre. Ils ont beau être nombreux à scruter le ciel, la seule chose dont nous soyons sûrs, c'est que nous ne sommes sûrs de rien. Si nous devons un jour tenter d'arrêter un astéroïde qui nous fonce dessus, il faudrait tout d'abord connaître sa composition. Mais ce n'est pas si facile, et nous vous dirons pourquoi dans un instant.
Aujourd'hui, nous revenons sur deux événements hors du commun. Le premier, un météore qui a blessé des centaines de personnes en Russie. Et la seconde, le passage très près de nous d'un astéroïde, sans lien avec la météorite, mais tout de même d'une taille imposante. L'astéroïde 2012 DA14 n'a fait que nous frôler. Mais imaginons un instant qu'un de ses semblables nous fonce droit dessus et que nous voulions sauver notre peau. Eh bien, il faudrait d'abord savoir de quoi il est fait. Comment détourner un danger potentiel? La première chose à faire lorsqu'on aperçoit un ennemi, si on peut dire, c'est de le connaître, de connaître son ennemi, de savoir à qui on a affaire. Au MIT, celui qui étudie ces dangers potentiels, c'est Richard Binzel, alias Dr Astéroïde. 4450, ça fait 14,8 de magnitude. C'est le plus gros qu'on aura d'ici 2060. Nous avons besoin de savoir s'il s'agit d'une météorite légère, faite de roches, ou bien d'une grosse météorite ferreuse. De connaître sa densité, sa masse. De savoir ce qu'il faudra faire pour la dévier de sa trajectoire. Quelle quantité d'énergie. Quelle puissance il faudra appliquer. Pour déterminer tout cela, Binzel est en contact direct avec l'observatoire de Mauna Kea à Hawaï. Situé à 4200 mètres d'altitude, l'observatoire bénéficie d'une atmosphère plus fine, ce qui minimise les interférences. Nous arrivons à faire quelques observations à des fréquences visibles, mais 99% de ce que nous observons se situe en dessous de la portion visible du spectre électromagnétique. En gros, nous observons de la lumière invisible. C'est là qu'intervient ce télescope à infrarouge. Il permet d'observer des phénomènes invisibles à l'œil nu et de recueillir des informations sur la composition de l'astéroïde. Le miroir est sorti. Vous pouvez regarder. D'accord, merci. Pourquoi nous essayons de les analyser dans la lumière infrarouge? C'est que les minéraux qui composent ces objets ont une façon particulière d'absorber la lumière. Ils ont une signature chromatique particulière qui s'étend dans les infrarouges. Et c'est elle qui nous permet de décoder leur composition. Ces données constituent l'empreinte digitale de l'astéroïde, un profil qui lui est propre. La manière dont il reflète certaines fréquences du spectre indique les minéraux qu'il contient. Celui-ci a l'air d'avoir une forte teneur en calcium, un peu plus élevée que la normale. Nous avons là un objet très intéressant. L'empreinte est ensuite comparée à celle d'autres météorites tombées sur Terre. Connaître la composition d'un astéroïde, c'est crucial pour décider des mesures à prendre au cas où la Terre se trouverait dans sa ligne de mire. 5% de toutes les météorites sont de ce genre-ci. Très lourdes, en métal, en fer ou même en roche avec du minerai de fer. Leur densité est égale à 6 fois celle de l'eau. Et vous comprenez pourquoi? Si ce genre d'objet s'écrasait sur Terre, il vaudrait mieux ne pas se trouver sur son chemin au moment de l'impact. Comme vous dites, ça ferait très certainement de sacrés dégâts, mais ça reste un petit modèle. Pendant ce temps, d'énormes monstres se dirigent vers nous et il faudrait quelque chose d'une puissance incroyable pour les dévier de leur course. C'est à se demander si, dans le cas où l'un de ces objets fonçait effectivement sur nous, nous aurions vraiment la possibilité de faire quelque chose pour l'arrêter. Eh bien, il se trouve que certains chercheurs ont des idées très créatives. Certains diraient même tirer par les cheveux pour éviter une telle catastrophe. Difficile de voir le lien entre Glasgow et Apophis. Pourtant, ces roches trouvées dans la région pourraient permettre aux chercheurs de mieux comprendre le danger qui nous menace. En observant les cratères, on voit s'il va créer des débris ou même se fragmenter. Il s'agit de sauver la vie sur Terre. L'impact d'un astéroïde comme Apophis tuerait des millions de gens, détruirait des villes entières, éliminerait tant de choses de la surface de la planète. Voilà pourquoi Apophis est un objet que nous prenons très au sérieux. Apophis menace de s'approcher dangereusement de la Terre en 2029 et ces scientifiques ont dans l'idée de le détourner. Les cratères sont très intéressants. Oui, on devrait s'en servir pour des tests. On dirait un astéroïde. Il suffit de considérer ce caillou comme un mini-Apophis et tout s'éclaire. Max Vassilé et Christy Maddock sont les piliers d'une équipe de chercheurs de l'université de Glasgow qui travaillent sur une idée particulièrement brillante, des rayons laser. Nous nous sommes demandé si nous pourrions concentrer un rayon laser sur un caillou ordinaire de la même densité de puissance que celle qu'on enverrait sur un astéroïde.
Au programme, un rayon laser peut-il faire bouger ce caillou? Ils commencent par analyser les résultats des expériences précédentes et jusqu'ici, ils n'ont pas pu obtenir la poussée recherchée. Vous voyez, comme un volcan qui se scinde en deux. Vous voyez, le laser touche ici et ça, là, c'est un plasma. Ils augmentent alors l'intensité du rayon. Ils veulent savoir si le rayon laser peut transformer le caillou solide en gaz. Quand tu veux. On ouvre le volet. Feu, 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 feu. Et si c'est le cas, cela suffira-t-il à faire bouger le caillou ou à obtenir une poussée? Si un rayon laser parvient à faire bouger ce caillou, peut-être pourra-t-il faire de même avec Apophis? On a vu qu'il y avait beaucoup de débris qui étaient éjectés du caillou, beaucoup de gaz également. Nous pensions que l'impact serait encore plus violent et qu'il y aurait encore plus de gaz qui s'en dégagerait. Ce que nous n'avions pas prévu en revanche, c'était que le laser briserait la roche. L'intensité du rayon est visiblement trop importante par rapport à la taille du caillou. C'est parfait. Ouais, c'est même mieux que prévu. Tout ceci constitue un travail de longue haleine pour faire dévier Apophis de sa course. Vassilé a étudié plusieurs manières de modifier sa trajectoire. Nous pourrions le repousser, le faire exploser, le tirer et même le peindre. Mais sa solution préférée reste la sublimation solaire, la même que Jay Meloche. C'est une solution très efficace. Nous obtiendrions une énorme déviation tout en envoyant une masse limitée dans l'espace et sans forcément avoir besoin de s'y prendre des années à l'avance. Mais pour que la solution de Meloche fonctionne, il faudrait envoyer dans l'espace un immense miroir d'1 kilomètre de long, voire peut-être même 10 kilomètres. Vassilé, lui, a eu une idée différente. Je savais qu'un immense miroir serait difficile à envoyer dans l'espace pour toutes ces raisons. C'est alors que j'ai pensé à utiliser plusieurs miroirs. Des miroirs plus petits, de manière à ce qu'ils soient plus faciles à contrôler. Chaque vaisseau serait de petite taille et facile à contrôler, et il suffirait ensuite de superposer les rayons. Selon ses calculs, il faudrait 20 vaisseaux qui transporteraient chacun un miroir de 30 mètres. L'idée serait de créer une nuée de miroirs pour concentrer la lumière sur un point précis de l'astéroïde, comme le rayon laser sur le caillou. Ces miroirs abeilles chaufferaient la surface de l'astéroïde à 2000 degrés. Cette énergie serait suffisante pour expulser le gaz avec une certaine vélocité. Par réaction, cela créerait une poussée qui modifierait le mouvement de l'astéroïde. Il suffirait de modifier la vélocité d'Apophis d'une infime fraction. Selon Vassilé, les miroirs abeilles pourraient suffisamment faire dévier Apophis pour nous placer définitivement hors de danger. Cela suffirait à écarter Apophis de son orbite d'une distance qui serait égale à celle de la Terre à la Lune. Le plus difficile dans tout ça, placer les miroirs abeilles sur la bonne orbite. Si on avait des fonds illimités et une quantité illimitée de carburant, ce serait très facile. Le problème, ce n'est pas seulement de déterminer l'orbite. Dans ses calculs, Christy Maddock doit en effet tenir compte de la gravité de l'astéroïde, qui est imprévisible, mais aussi de la poussée du Soleil. Comme nous utilisons des miroirs immenses, ils fonctionnent comme une voile solaire. Par conséquent, la lumière du Soleil repousse les vaisseaux. Ce que nous avons essayé de faire, c'est intégrer ça dans notre conception. Et nous en avons conclu qu'il fallait que les vaisseaux soient le plus petits possible et que la majorité de la masse soit celle du miroir. Elle intègre également ce qu'elle a observé dans l'expérience d'aujourd'hui. La chose qu'on a découverte aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de fragments qui sont expulsés dans tous les sens. C'est quelque chose que nous n'avions pas prévu. Les astéroïdes ne sont pas une substance uniforme. Ce ne sont pas des morceaux de roche uniformes. Il peut y avoir des projections de débris. C'est quelque chose dont nous devons tenir compte pour déterminer l'orbite des vaisseaux. Il faut qu'ils soient assez éloignés de l'astéroïde pour ne pas risquer d'être heurtés par les projections. Il reste manifestement beaucoup de chemin à parcourir, mais la technologie de base, elle, existe déjà. Pensez au GPS par exemple, un réseau de 32 satellites placés en orbite autour de la Terre. Vassilé envisage justement de placer un réseau similaire autour d'Apophis. 5 ans minimum avant la date à laquelle est prévue la rencontre avec Apophis, nous devrions avoir une constellation de ce genre dans l'espace. Et d'ici à ce que nous ayons établi de façon certaine l'orbite d'Apophis,
La technologie devrait être au point. Cette émission était consacrée à une météorite en particulier, celle qui a illuminé le ciel de Russie. Mais figurez-vous qu'il en tombe tous les jours et que pour la plupart, elles ne sont pas plus grosses que ces grains de riz. Elles passent totalement inaperçues puisqu'elles s'embrasent et fondent dans l'atmosphère. Je sais qu'ils ont la taille d'un grain de riz, mais ça n'empêche qu'ils sont des millions à pilonner la Terre tous les jours. Mais ce n'est pas tout. Environ 2 fois par jour, une météorite de cette taille nous tombe dessus. Ça, ce n'est pas bon du tout. Et à peu près 1 fois par semaine, c'est un de la taille de ce mini-frigo. Mais rien de tout ceci n'est dangereux. Non. Et 1 fois par an, c'est une météorite de la taille d'une voiture qui pénètre l'atmosphère, de la taille d'une petite citadine. Même avec un objet de cette taille, nous n'avons toujours rien à craindre. En revanche, c'est à partir de cette taille que l'on percevra une onde de choc à la surface. Mais nous pouvons encore aller plus loin. Imaginez une météorite de la taille de ce studio. Un objet de la taille d'une maison entre en contact avec la Terre tous les 250 ans environ. Celui-ci ne passerait définitivement pas inaperçu. Imaginez l'explosion ressentie en Russie multipliée par 2. Alors, quelles sont les chances pour une personne de voir une météorite lui foncer droit dessus? Eh bien, nous occupons environ 1 mètre carré, ce qui veut dire que nous avons chacun une chance sur 20 milliards d'être touchés par une météorite. Autrement dit, à peu près autant que de tirer à pile ou face et de tomber sur face 44 fois d'affilée. Ou bien de gagner au loto 2 fois d'affilée. En gros, pas vraiment de quoi s'inquiéter. C'est sur cette note optimiste que se termine cette émission consacrée à ce qui a été une extraordinaire coïncidence cosmique. Exactement, et qui nous rappelle à quel point la vie est fragile ici sur Terre. Tout ça vous aura peut-être donné envie de garder un œil vigilant sur les cieux. En attendant, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci et à bientôt.